Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de poids et de gravitation. C'est un chapitre où l'on rencontre deux relations mathématiques que je vous présente ici. Il y a à gauche la formule pour calculer le poids P d'un corps en newton, en fonction de sa masse, m, en kilogrammes, et de l'intensité de la pesanteur, petit g, en newton par kilogramme, laquelle dépend du lieu où l'objet se trouve. Et il y a à droite la formule qui permet de calculer, en newton, la force d'attraction gravitationnelle, F de A sur B, qu'il faut comprendre comme la force exercée par le corps A sur le corps B. Donc le corps A attire à lui le corps B, puisque c'est une force d'attraction. S'il y a un classement des formules les plus redoutées des élèves de 3e en physique-chimie, je pense que celle-ci à droite détient la médaille d'or. C'est vrai que pour un collégien, son apparence est effrayante. Il y a ce G majuscule, et il ne faut pas le confondre avec le petit g dans l'autre formule. Ce G majuscule, disais-je, qui a une valeur avec un 10 puissance moins 11 et une unité très bizarre. Il y a les deux masses en kilogrammes, et cette distance en mètres qui est au dénominateur et qui en plus est au carré. Je peux comprendre que ça puisse faire peur. Alors, les trois premières choses à expliquer avec ces deux formules, c'est à quoi elles correspondent, quel est le lien entre elles, et quand est-ce qu'on utilise l'une et pas l'autre, et vice-versa. Donc dans mon cours, je présente aux élèves ce petit schéma qui montre une pomme à proximité de la surface de la Terre, et on imagine que la pomme va tomber au sol. Et je fais apparaître deux forces d'attraction gravitationnelle. Il y a la force exercée par la Terre sur la pomme, et la force exercée par la pomme sur la Terre. Ces deux forces existent simultanément, puisque tous les objets pesants s'attirent mutuellement, s'attirent l'un l'autre. Et donc la force en rouge ici, on la note F Terre sur pomme, donc force exercée par la Terre sur la pomme, et la force en bleu, on la note F pomme sur Terre, force exercée par la pomme sur la Terre. Et le lien maintenant avec l'autre formule, P égale m fois g, est le suivant. P, c'est le poids d'un objet. Ici, l'objet étudié, c'est la pomme. Et le poids, c'est la force avec laquelle l'astre, ici la Terre, attire l'objet, donc la pomme. Et donc on comprend que le poids, P, c'est la même chose que la force F Terre sur pomme, la force d'attraction de la Terre sur la pomme. Seulement, l'une de ces formules est écrite de manière simplifiée, c'est P égale m fois g, et l'autre est écrite de manière plus détaillée. Et le point commun entre les deux, c'est le m dans P égale m fois g, et le mb dans l'autre formule. Donc ces deux m, ces deux masses, c'est la masse de l'objet étudié, donc ici la masse de la pomme. Au passage, ça veut dire que tout le reste de la formule à droite correspond au petit g à gauche. Je disais il y a un instant qu'on ne va pas utiliser ces formules dans les mêmes situations. Et pour savoir quand utiliser l'une et quand utiliser l'autre, c'est pas compliqué. Il faut juste ouvrir les yeux et lire les informations qui sont fournies. Je vous donne deux exemples d'exercices et vous allez voir que c'est simplissime. Comparez ces deux exos et essayez de deviner dans lequel on va faire P égale m fois g et dans lequel on va faire l'autre formule, la grosse. Je vous laisse un petit temps de réflexion pour lire l'un puis l'autre exercice. Bien entendu, vous pouvez appuyer sur pause pour avoir plus de temps. Maintenant, je vais donner les réponses. Donc, naturellement, on utilise la relation de la force d'attraction gravitationnelle dans l'exo 2. Pourquoi ? Parce qu'on nous le demande d'abord. C'est marqué « Calculer F Mars sur Phobos ». Et aussi, à la fin de l'exo, on nous donne les valeurs des masses, de la distance d et de la constante g majuscule. Donc, on reconnaît bien le contexte. Je précise quand même que ces données ne sont jamais à connaître par cœur. Par contre, dans l'exo 1, on utilise la formule P égale m fois g, d'abord parce qu'on nous parle du poids, remarquez que ce mot n'était pas employé dans l'exo 2, et on nous donne aucune info sur la constante g majuscule ou autre. Donc vous voyez, tactiquement, c'est pas compliqué de savoir quelle formule utiliser. Maintenant, à part ces indices dans les énoncés, il faut comprendre que la formule P égale m fois g s'utilise quand on étudie un objet relativement proche par rapport à un astre. Donc un individu, une voiture, un avion, une pomme, un truc dans le genre. Alors que la grosse formule s'utilise quand on étudie, par exemple, un satellite, naturel ou artificiel, attiré par une planète, ou une planète attirée par son étoile. Donc on est à une échelle nettement plus grande que dans l'autre formule. À présent, ce que je vous propose, c'est de résoudre les deux exercices afin de s'entraîner et de voir quels sont les pièges les plus courants. C'est parti, on commence avec l'exercice 1. La sonde Pioneer 10, lancée en 1972, transporte une plaque d'or et d'aluminium d'environ 500 grammes, sur laquelle ont été gravés les dessins d'une femme et d'un homme, 2 atomes d'hydrogène et la position de la Terre dans le système solaire et dans la galaxie. Donc on regarde l'image. Désolé, il y a une petite scène de nu.
Peut-être vous vous demandez à quoi cela sert-il d'envoyer cet objet dans l'espace. C'est pour indiquer à de potentiels extraterrestres notre existence. C'est l'objectif. Question A. Calculer le poids de la plaque Pioneer avant son départ sur la planète Terre. Donc, on veut le poids, on utilise la relation P égale M fois G. Dans cette formule, il faut la masse M en kilogrammes. Là, elle est en grammes. Donc, premier travail, on convertit. 500 grammes, ça fait 0,5 kg. Ensuite, il faut la valeur de l'intensité de la pesanteur sur Terre. Elle est à connaître par cœur. C'est 9,8 Newton par kg. On n'a plus qu'à faire le calcul. 0,5 fois 9,8 égale 4,9. Et on n'oublie pas l'unité, c'est en newton. Question B. À mesure que la plaque s'éloigne de notre planète, comment varie sa masse et son poids? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la masse est uniquement liée à la quantité de matière de l'objet, donc si vous préférez, le nombre d'atomes qu'il contient. Et cela ne change pas selon le lieu. Que la plaque Pioneer soit sur Terre ou dans l'espace, elle contient toujours le même nombre d'atomes, donc sa masse ne change pas. Pour qu'elle change, il faudrait qu'on l'égratine par exemple, pour enlever une partie du métal. Par contre, le poids dépend de la distance entre la plaque de Pioneer et l'astre qui l'attire, en l'occurrence la Terre. Plus la plaque de Pioneer est loin du centre de la Terre, et de tout autre astre très massif, plus la force d'attraction gravitationnelle qu'elle subit s'affaiblit. On le voit en fait dans la relation mathématique de tout à l'heure. Rappelez-vous que P égale M fois G est une version simplifiée de la grosse formule. Et au passage, quand on utilise P égale M fois G avec G égale 9,8 Newton par kg, c'est qu'on est à la surface de la Terre. Dès qu'on s'en éloigne, la valeur de G diminue, donc le poids diminue. Et pourquoi donc? Parce que quand la distance D entre l'objet étudié et l'astre attracteur augmente, comme D est au dénominateur, si on divise par un nombre de plus en plus grand, alors le résultat, donc la force d'attraction F, sera de plus en plus petit. Et donc on répond, la masse de la plaque Pioneer ne change pas pendant le voyage, par contre son poids va en diminuant. On passe à présent à l'exercice 2. La planète Mars possède deux satellites naturels de petite taille, nommés Phobos, en grec la peur, et Deimos, en grec la terreur. J'adore quand on fait un peu de culture générale au milieu des exercices. On s'intéresse ici aux interactions gravitationnelles entre la planète et un de ses satellites. Question A. Calculer l'intensité de la force gravitationnelle F Mars sur Phobos qu'exerce Mars sur son satellite Phobos à partir des données situées en fin d'exercice. Donc on regarde en dessous, après le schéma, et on voit les 4 données numériques qu'on va utiliser. On a G, la constante universelle de gravitation, on a la distance entre Mars et Phobos, on a la masse de Mars et la masse de Phobos. Un petit mot avant de se lancer, je voudrais parler de l'unité bizarre de la constante G majuscule. On voit que G est en newton mètre carré par kilogramme au carré. Je sais que cette unité trouble les élèves. Parfois, pour éviter ce trouble, il y a des enseignants qui, au lieu d'écrire 6,67 fois 10 puissance moins 11 newton mètre carré par kilogramme carré, écrivent 6,67 fois 10 puissance moins 11 USI ou 6,67 fois 10 puissance moins 11 SI. C'est une abréviation pour dire unité du système international. C'est une manière en fait de cacher cette unité compliquée qui effraie les enfants que vous êtes. Bon, mais moi, je ne préfère pas écrire SI, car on constate à force que les élèves croient que c'est une unité à part entière, alors que c'est juste une notation pour dire qu'on ne souhaite pas s'embêter à écrire l'unité. Bref, où est-ce que je veux en venir? C'est simple, ne soyez pas effrayés par l'unité de G. Vous n'avez pas à l'écrire de toute façon, vous n'avez pas à vous en servir, vous n'avez pas à la connaître. C'est uniquement la valeur 6,67 fois 10 puissance moins 11 que vous devez utiliser. C'est tout. Un jour, peut-être en terminale ou plus tard, si vous poursuivez avec la physique-chimie, vous comprendrez pourquoi G possède une unité aussi étrange. À présent, pour corriger cette première question, nous allons procéder ainsi. Je vais vous montrer une réponse d'élève typique, avec la plupart des erreurs classiques. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit cet élève? 6,67 fois 10 puissance moins 11 fois 6,42 fois 10 puissance 23 fois 1,07 fois 10 puissance 16 divisé par 9377 au carré égale 5,210948819 fois 10 puissance 21. Ouais. L'attraction gravitationnelle de Mars sur son satellite Phobos égale 5,21 fois 10 puissance 21. Alors, si vous me connaissez déjà,
Vous savez que j'aime pas trop le fait que la petite phrase de conclusion ne soit pas vraiment une phrase, étant donné qu'on met pas des égales au beau milieu des phrases. Première critique. Donc on va écrire vaut, le verbe valoir, à la place de égal. Deuxième critique, ça sert à rien d'écrire 3 milliards de chiffres après la virgule. Mais ça, l'élève l'avait apparemment compris, puisque dans la phrase, il n'a pas repris tous les chiffres. Ok. Troisième critique. Où est l'unité? Il n'y en a pas? Si, il y en a une, bien sûr. On calcule une force, et toutes les forces se mesurent en newtons. Donc il faudrait écrire N majuscule derrière le résultat, à chaque fois, dans le calcul et dans la phrase. Au passage, j'insiste, en physique-chimie, il faut toujours écrire l'unité de ces résultats. C'est systématique. Il n'y a guère que le pH qui n'a pas d'unité au collège. Quatrième critique, qu'est-ce qu'on calcule? Ah, une force? Bah, faudrait l'écrire au début du calcul, à gauche. Sinon on comprend rien. Et dans la foulée, ce serait drôlement bien de nous donner la formule. Cinquième critique, et là c'est une erreur fatale et extrêmement classique. Quand vous utilisez une relation mathématique, vous devez connaître les unités qui interviennent dedans. Là notamment, il faut connaître les unités des masses et de la distance. Les masses doivent être en kilogrammes, ok, elles sont en kilogrammes. Mais la distance doit être en mètres, c'est l'unité standard. Or, dans les données, la distance est en kilomètres. Donc il faut faire une conversion. 9377 km, ça fait 9 377 000 mètres. Et donc si on refait le calcul, ça donne 5,21 fois 10 puissance 15 newtons. Et on comprend que l'élève n'avait pas obtenu tout à fait le bon résultat. Maintenant, vous savez quoi? En fait, on aurait pu deviner que le résultat était faux. Essayons d'être un tout petit peu intelligents. Trop souvent, je vois des élèves qui lisent la question 1 et qui y répondent. Puis ils lisent la question 2 et ils y répondent. Et ainsi de suite. Et c'est un peu comme s'ils avançaient la tête dans le guidon, sans jamais lever les yeux ni regarder en arrière. Je parle au sens figuré. Je sais pas si vous jouez aux échecs, mais à ce jeu, un bon joueur, c'est un joueur qui calcule minimum 2 ou 3 coups en avance à chaque fois. Ben, ça serait bien de faire un peu comme ça dans les exercices, et qu'avant de vous lancer dans une question, vous regardiez un peu les questions d'après, afin de savoir vers où l'exercice vous emmène. Et là, moi je vois dans la question B qu'on nous dit « Représentez ci-dessous F Mars sur Phobos par une flèche à l'échelle 1 cm équivaut à 1 fois 10 puissance 15 newtons. » Comment vous voulez qu'une réponse en 10 puissance 21 newtons, celle de l'élève tout à l'heure, puisse être la bonne réponse? C'est pas possible. Alors que là, avec notre résultat 5,21 fois 10 puissance 15 newtons, on est dans les clous. C'est-à-dire qu'on a une réponse en 10 puissance 15, c'est cohérent. Donc vous voyez, en regardant un peu ce qui se dit dans la question suivante, on avait un indice pour savoir si notre résultat à la question A était valide ou pas. On va résoudre maintenant cette question B. Dans cette question, on nous demande de tracer une flèche qu'on appelle dans le cours un vecteur. Je vais vous donner un exemple de barème pour que vous compreniez qu'est-ce qui est important dans le tracé de ce vecteur. Imaginons que cette question rapporte 2 points. Et bien sur 2 points, il y aura 0,5 points pour le sens du vecteur, 0,5 points pour la direction du vecteur, 0,5 points pour la longueur du vecteur et 0,5 points pour son point d'application. On va commencer par la longueur. Cette longueur ne doit pas être quelconque, elle dépend de la valeur trouvée à la question précédente et de l'échelle imposée. 1 cm pour 1 fois 10 puissance 15 newtons. Or nous on avait trouvé 5,21 fois 10 puissance 15 newtons. Donc si on est logique, si 1 fois 10 puissance 15 newtons correspond à 1 cm, alors 5,21 fois 10 puissance 15 newtons correspond à 5,21 cm. J'espère que vous me suivez, c'est juste un produit en croix. Donc ça veut dire que notre vecteur doit mesurer en gros 5,2 cm. Ok. Maintenant, il y a le sens, la direction et le point d'application. Je vais d'abord réexpliquer ces 3 termes. Le point d'application sur un schéma, c'est l'endroit d'où part le vecteur, l'endroit d'où part la flèche. Et on considère que c'est l'endroit où la force agit en fait. Le sens et la direction, c'est plus subtil. Dans la vie courante, ce sont des mots synonymes. Mais en physique-chimie, c'est pas pareil. Une direction, c'est une droite, comme ça. Et cette droite peut être parcourue dans 2 sens, soit vers là, soit vers là. Vous saisissez la nuance? Donc, pour se souvenir que direction signifie en réalité droite, rappelez-vous que droite et direction commencent par la lettre D. C'est un petit moyen mnémotechnique. À présent, selon moi, le plus simple pour traiter cette question, c'est de savoir déjà un peu à quoi ça doit ressembler. Donc on va s'appuyer sur le cours. Vous vous rappelez mon image avec la pomme et la terre?
On avait notamment la force F Terre sur pomme, donc la force exercée par la Terre sur la pomme. Là, c'est un peu pareil, puisqu'on veut la force exercée par la planète Mars sur Phobos. Donc la flèche partait du centre de la pomme, et elle était orientée vers la Terre. Et là, la flèche doit partir du centre de Phobos, et être orientée vers Mars, comme ça. Donc le point d'application, l'endroit d'où part le vecteur, est le centre de Phobos. Le sens du vecteur, c'est de Phobos vers Mars. Et la direction, attention, là il y a un piège, la direction, ce n'est pas une droite quelconque qui irait vaguement vers Mars. Il faut tracer en pointillé le segment qui va du centre de Phobos vers le centre de Mars. Ce segment, il correspond à la distance Mars-Phobos dans les données de l'exercice. Et notre vecteur doit être le long de ce segment. Et on le fait de longueur 5,2 cm. Une erreur que je vois souvent sont les élèves qui font le même vecteur, de la bonne longueur et tout, mais partant du centre de Mars et orienté vers Phobos. Un peu comme si la flèche, vous voyez, tendait la main en direction de Phobos pour l'attraper ou la tirer. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Cette flèche-là, c'est la force F Phobos sur Mars, l'attraction de Phobos sur la planète Mars. Et c'est pas ce qui nous est demandé. Nous, on voulait F Mars sur Phobos. Alors pourquoi F Mars sur Phobos part de Phobos? Comment on peut le comprendre? C'est que la force gravitationnelle est une force à distance. La présence de Mars à proximité de Phobos fait que Phobos se, entre guillemets, sent attiré vers Mars. C'est comme si la flèche nous montrait que Phobos est déplacé vers Mars, se rapproche de Mars. J'espère que vous comprenez. Pour terminer cet exercice, on va regarder ce qu'a fait notre élève de tout à l'heure à cette question. Donc, il a fait un truc plutôt pas mal. La longueur du vecteur est correcte, le point d'application aussi, le sens aussi. Par contre, il s'est trompé sur la direction, puisqu'on voit qu'il a aligné son vecteur sur une droite quelconque, au lieu de le mettre sur le segment qui relie les centres des deux astres. Le deuxième exercice est terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à dédramatiser cette partie du programme et à mieux comprendre ce chapitre. Si des questions persistent dans votre esprit, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et puis je vous invite à récompenser mon travail en mettant un pouce vers le haut et en vous abonnant. Merci, à bientôt.